Bon, on commence la réunion, chers collègues. Allez, on y va. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, merci à vous d'être présents à cette nouvelle réunion de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale qui se déroule de manière mixte, à la fois en présentiel à l'Assemblée nationale, mais aussi en visioconférence. Je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale et que la vidéo sera ensuite disponible à la demande. Donc, premier point qu'on souhaite évoquer tout de suite, c'est le point sur l'amendement qui a été déposé par le rapporteur général par rapport au projet de loi de finances concernant le sujet de la défiscalisation. Donc ça a eu comme effet d'avoir une remontée de tous les territoires ultramarins concernant les répercussions de cet amendement-là. Ce matin, il y a une réunion de travail d'échange avec le ministre délégué aux Outre-mer, donc M. Vigier. Il y a un courrier qui est en cours de signature de plusieurs députés qui va être adressé au ministre délégué Vigier concernant la situation. Donc il y a aussi également une clause de revoyure concernant la situation, concernant cet amendement-là. Donc je tiens à dire que les effets sont assez importants, mais surtout, il n'y a pas eu de discussion préalable, il n'y a pas eu d'échange sur le sujet, sur la démarche. Donc ça a été rappelé, c'était dit au ministère ce matin. Néanmoins, il y a une demande qui est claire pour l'instant, c'est de retirer cet amendement-là qui a été fait clairement. Donc le ministre propose à ce que qu'on regarde comment est-ce qu'il pourrait faire un atterrissage plus ou moins, on va dire, consensuel au travers des échanges pour pérenniser un certain nombre de garanties. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. Il y a des échanges qui ont eu lieu aussi entre députés par rapport à la situation et des discussions. Néanmoins, la chose est ainsi faite. On est tous surpris de la manière de faire sur un amendement qui aura autant de conséquences potentielles sur le volet économique et social de nos territoires. Donc, je ne sais pas quelle en sera la finalité ou la décision finale du gouvernement. Donc voilà, comme information, je voulais transmettre. Est-ce qu'il y a des observations, des interrogations que souhaiteraient faire les collègues par rapport à ce sujet-là? La parole circule. Ok, si c'est bon pour tout le monde, c'était un point d'ordre que je voulais faire sur le sujet. Donc, on passe au point suivant. Le point suivant, oui. Le point suivant, quitte à ce qu'on revienne un peu plus tard dans la séance, j'ai pas de souci, parce que des collègues arrivent au fur et à mesure. Point suivant, ça concerne la proposition de tribune sur la vie chère. Alors, je vais faire un point de rappel succinct pour exposer un peu la chose. Lors de la première réunion bureau de la délégation, le collègue Califère a émis l'hypothèse d'écrire une tribune quant aux annonces du ministre de l'Intérieur des Outre-mer, M. Darmanin, sur le fait qu'au lendemain de la commission sur la vie chère qui avait été lancée, le ministre Darmanin avait dit qu'il allait faire lancer une commission, lancer une mission sur l'application des prix dans nos territoires. Donc, au travers de cette proposition, il n'y a pas eu d'avis contraire qui a émané des membres présents ce jour-là. Donc, ça a été accepté. Euh, le, le collègue Califère avec son équipe ont eu pour charge de faire la proposition de la tribune. La tribune, je rappelle en contretemps, un compte rendu est envoyé à tous les membres du bureau pour expliquer ce qui était dit, ce qui était décidé ce jour-là. La tribune a été écrite et elle a été envoyée aussi aux membres du bureau pour faire des observations, des remarques en retour à tout le monde. Et ensuite, la tribune a été envoyée aux membres de la délégation. Bon. Donc ça c'était sur la partie rappel de la démarche. Ensuite, il a été proposé qui voulait s'associer à la co-signature. Il n'a jamais été dit sous aucune façon que les personnes qui ne s'exprimaient pas
aller voir leur signature, de facto se mettre sur le document. Donc je dis ça parce qu'il y a certains mails en retour qui ont été faits, et pour moi ce n'est pas du tout appuyé sur des fonctionnements vérifiés qu'on a plus ou moins mis en œuvre depuis le départ. Qu'il y ait des interrogations, c'est une chose, puisqu'il y a des collègues qui m'ont appelé, j'expliquais la démarche, et de différents groupes politiques, hein, là-dessus, je l'entends bien. Et moi, j'ai toujours accordé l'importance à ce que les choses soient dites et le respect de tout le monde. Donc, en l'occurrence, il y a certains mails qui ont été envoyés en réponse à cette proposition-là, que je trouve pas du tout, mais pas du tout respectueux par rapport à la démarche qu'on a initiée. On peut nous être d'accord, et ça, j'en suis totalement là-dessus, aucun souci. Mais de là à faire croire des choses qui ne sont pas vraies, bon, là, je ne suis pas d'accord. D'accord, je dis très clairement, il n'a jamais été dit ou fait ce genre de choses-là et ça ne se fera jamais en ce qui me concerne. Je ne me permettrai jamais de mettre la signature sur quelqu'un sur le document si la personne n'a pas donné son accord. En tout cas, je pars du principe que si la personne ne dit rien, c'est qu'elle n'est forcément pas d'accord pour signature. OK? Donc, je tenais à faire ce point d'ordre-là parce que des personnes en plus qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais depuis le début de la mandature au niveau de la délégation Outre-mer, avoir ce genre de comportement-là, je l'associe à de la posture politicienne, mais pas une posture constructive, alors qu'on cherche justement, dans les réunions, dans les échanges, à avoir cette volonté d'associer tout le monde, et puis pour voir comment effectivement on arrive à sortir des documents plus ou moins consensuels, qu'on aille dans le même sens. Donc je tenais à rappeler ça, et que la délégation est au service de toutes et tous, et pas au service d'individus particuliers. Donc voilà ce point que je voulais faire par rapport à ce sujet. Est-ce que des collègues souhaitent réagir là-dessus ou pas du tout? Collègue Vulté. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai aucun doute, et je pense que personne n'a de doute sur le fait que vous ayez le souci de faire fonctionner cette délégation selon les modalités habituelles et dans un partage. Et d'ailleurs, ce qu'on verra d'ici peu sur la mission d'information que vous voulez provoquer sur les institutions témoigne de cette envie de faire en sorte que tout le monde se parle. Ça n'empêche pas qu'à un moment, on peut ne pas être d'accord. Non pas sur le fond d'un texte. On peut toujours pas être d'accord sur le fond d'un texte. Tout ça existe. Je dirais même que le débat démocratique est basé sur le fait qu'on soit des désaccords sur le texte et sur les mesures. Sinon, il n'y aurait pas de débat démocratique. Ou alors ce serait une démocratie très particulière qui serait celle de l'unanimité, qui est quand même un truc un peu baroque. Par contre, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait qu'en tant qu'institution, que ce soit le bureau ou la délégation Outre-mer, puisse être les maîtrises d'une tribune. Que l'ensemble des membres du bureau, même tous, signent une tribune, ne veut pas dire que c'est le bureau de la délégation Outre-mer qui signe la tribune. Je ne pense pas que ce soit le rôle de notre au niveau institutionnel de faire cela. Une fois qu'on a dit cela, ce n'est pas non plus un drame. Encore une fois, c'est une péripétie dans notre fonctionnement. C'est aussi une façon aussi de se mettre d'accord sur des choses. Mais je pense que ça mérite d'être dit. Encore une fois, c'est pas sur le fond. Sur le fond, on aura plein de débats. Et je suis sûr, d'ailleurs, je vous fais remarquer, Monsieur le Président, que c'est sur les monopoles que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a souhaité qu'il y ait une mission pour savoir comment les vaincre. Et pour le coup, il s'inscrivait autant dans les conclusions du SIAM que dans les conclusions de la commission d'enquête que j'ai eu l'immense honneur de présider aux côtés de Johnny Ajar en tant que rapporteur. Donc, mais ça, encore une fois, d'ailleurs qu'on rentre sur le fond du texte, on va avoir des discussions et c'est bien naturel, c'est bien normal. Ma question, moi, mon interrogation et plutôt ma remarque, c'est de dire que je ne crois pas que, en tant que tel, en tant qu'institution, et le bureau et la délégation aient à commettre une tribune. Après, encore une fois, ça n'empêche pas qu'on puisse même faire une tribune avec tous les membres du bureau et bien faire remarquer que c'est l'ensemble des membres du bureau, sauf un ou deux, si jamais c'est un ou deux. Par contre, là, je suis parfaitement clair. Jamais je ne vous ai soupçonné de vouloir contraindre une signature ou la faire en loose day de façon à ce qui ne dit mot consent, etc. On n'a jamais été sur ce registre-là. Une petite dernière remarque, mais ça c'est plus sur par ailleurs. Si on peut avoir des réunions prévenues un peu plus à l'avance sur des horaires pareils, ce serait mieux, mais ça c'est un autre sujet. Merci, collègue Vulté. Juste en matière de précision, bien sûr, mes propos n'allaient pas vers vous spécifiquement, mais vous avez bien remarqué, les mails de certains qui ont émané faisaient sous-entendre qu'on était dans une posture ou dans une démarche de contrainte ou d'essayer de faire des trucs dans le dos. Bon, ça a le don de m'hérisser le poil parce que ça n'a jamais été dans notre pratique de faire. Et surtout lorsque ça émane de personnes, je le répète encore une fois, qui n'ont jamais participé aux réunions de la délégation, qui n'ont jamais fait aucune proposition qu'à un moment. Faire ce genre de mail-là et derrière vouloir dire que notre posture, notre démarche ne fera pas avancer les territoires d'outre-mer,
Bon, ça me fait doucement sourire. Ensuite, la question concernant si la délégation, l'institution elle-même a vocation à faire des tribunes ou pas, je suis d'accord là-dessus. On peut porter réflexion là-dessus et qu'on se dise à l'avenir, ce sont les membres de la délégation, soit bureau ou députés eux-mêmes qui font la tribune. Là-dessus, je n'ai aucun souci, bien au contraire, collègue Vuité. S'il n'y a pas d'autres remarques ou de réactions sur le sujet, on regarde si nos invités du jour se sont connectés par rapport au sujet qui nous amène derrière. C'est concernant l'audition de la SECOM. Ça concerne. La réunion d'aujourd'hui est consacrée aussi à la problématique de l'exploitation des salles de cinéma dans les Outre-mer. En effet, une PPL visant à assurer la pérennité des établissements de spectacles cinématographiques et l'accès au cinéma dans les Outre-mer a été votée au Sénat le 15 juin dernier. Du fait de la technicité du sujet et des enjeux de cette PPL soulève pour nos cinémas, il nous a semblé opportun que notre délégation puisse organiser des auditions des différents acteurs concernés afin que chacun puisse prendre connaissance des tenants et aboutissants de la PPL qui a été votée au Sénat et puisse s'emparer du sujet, poser ses questions et que l'on puisse éventuellement aboutir à une position commune. Car il n'y a pas à l'heure actuelle d'unanimité sur le sujet. C'est donc l'occasion de creuser les problématiques qui se posent. Pour résumer rapidement, cette PPL vise à modifier le code du cinéma pour fixer à un maximum de 35% le taux de location que les exploitants des salles dans les territoires ultramarins reversent aux distributeurs. En effet, il existe aujourd'hui un encadrement du taux de location dans la loi qui doit être librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25% et un pourcentage maximum fixé à 50%. Ce taux est fixé historiquement à 35% dans les Outre-mer. Cette PPL propose d'entériner ce taux dans la loi. Madame Élisée, j'aimerais pour ma part, en fait, elle n'est pas reconnectée, hein, si je ne me montre pas. Non, ils vont le faire d'ici quelques minutes. Donc, c'était pour rappeler déjà quel était le cadre de cette PPL et à quoi elle consistait. Il y a des discussions qui ont émané, il n'y a pas forcément d'accord sur tous les territoires concernés. Il y a des petites disparités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la SECOM qui va être auditionnée. Et derrière, il y a aussi la partie technique du ministère de la Culture qui va être aussi auditionnée, dans la mesure où on essaie de comprendre la position. Donc même si le ministère nous fait savoir en grande ligne qu'il aurait souhaité qu'il y ait qu'il soit trouvé un accord entre les parties concernées, sauf que pour l'instant, il n'y a pas d'accord trouvé entre les parties concernées, d'où cette loi qui a été votée au niveau du Sénat. Je sais qu'il y a des discussions qui ont eu lieu au niveau de la majorité concernant cette loi et ces situations. Donc, ça sera à nous maintenant de voir, effectivement, si on arrive à un consensus global, pour ne pas dire Voilà. une unanimité, concernant ce sujet. Donc, les personnes de la SECOM sont en train de se connecter au fur et à mesure. Donc, ça nous permettra après d'entendre les intervenants et d'interagir à un moment donné pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc, j'accueille la SECOM. Donc, il y a Madame Élisée qui est là, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bonjour tout le monde. OK. Après, est-ce que les autres personnes qui sont connectées peuvent se présenter, s'il vous plaît? Oui. Frédéric Trotkowski, exploitant à l'île de la Réunion. OK. Christelle Gallou, directrice générale de Cinestar by Caribbean Cinema en Guadeloupe. Il y a également une dernière personne qui sera Monsieur Pastor, qui a des salles en Guyane. L'idée, c'était que tous les membres du SECOM, qu'on puisse être en tant que membres représentatifs des différents territoires qui sont concernés par cette PPL. Donc Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, sachant que sur le territoire de Mayotte, le cinéma n'est pas ouvert en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent. OK, donc mon monsieur Passeur va se connecter entre-temps, je suppose. Si vous êtes d'accord, on va commencer directement. Donc, pour ma part, Madame Élisée, moi j'aimerais pour ma part vous interroger sur plusieurs points. D'une part, pourriez-vous nous expliquer les mécanismes de redistribution, la base de calcul n'étant pas la même dans l'Hexagone que dans les Outre-mer? D'autre part, pourriez-vous nous éclaircir sur les éventuels impacts en matière de négociations commerciales? Et troisième question, cette proposition aurait-elle, selon vous, des conséquences sur la diversité des films diffusés dans les salles ultramarines? Voilà pour ma part, pour l'instant. D'accord. Ça vous ennuie juste de reprendre votre première question? J'ai peur Non, bien sûr. d'avoir... Pourriez-vous une nous partie. expliquer les mécanismes de redistribution, la base de calcul n'étant pas la même dans l'Hexagone et dans les Outre-mer? Ok.
Ok, ça marche. Alors, peut-être juste pour repositionner pour tout le monde, donc l'objectif de cette PPL, c'est de faire en sorte que le taux auquel nous achetons les films aujourd'hui ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas à la hausse. Ce taux est encadré par la loi entre 25 et 50, et en métropole, la moyenne est à 47%. En Outre-mer, elle est à 35%. Donc, on voit que le rapport de force fait que, globalement, le taux a tendance à augmenter et être plutôt sur le haut de la fourchette que sur le bas de la fourchette. Si on prend 2 tickets de cinéma, cette répartition se fait sur la base d'un ticket hors taxe. Donc, ça veut dire qu'en métropole, si on a un ticket à 10 € et en Outre-mer, on a un ticket à 10 €, on enlève les taxes. Comme les taxes, elles sont plus importantes en métropole, la base de calcul, la base de redistribution est moins élevée qu'en Outre-mer, où les taxes sont moins importantes, puisqu'on a des taux réduits en TVA et des taux réduits en TSA. Et donc, du coup, on a fait un calcul qui est assez simple, c'est que si quand un distributeur applique un taux de 50%, par exemple, en première semaine, c'est arithmétiquement égal en termes de redistribution pour lui que s'il appliquait en Outre-mer un taux de 45%. Donc 50% sur leur base de répartition est égal à 45% sur notre base de répartition. On a un élément supplémentaire, c'est que notre prix moyen est plus élevé en Outre-mer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mécanismes de places gratuites en métropole qui abaissent et qui font que la moyenne est moins élevée. Ce qui fait que quand on prend la moyenne des cinémas d'outre-mer et la moyenne de métropole, on se rend compte que le taux moyen de 47% en métropole donne la même redistribution que quand on applique 36% en outre-mer. Et donc, nous, ce que l'on défend, c'est le fait que les taux réduits qui ont été appliqués en outre-mer ont pour objectif de soutenir les exploitations qui ont une problématique de faible rentabilité en outre-mer. Et donc, aujourd'hui, si on applique un taux qui est équivalent, ben, la part du distributeur est plus élevée. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que le taux qui soit appliqué permette d'obtenir une répartition qui soit à peu près équivalente. Et en fait, c'est le cas aujourd'hui. Donc, quand un distributeur dit qu'il a 47% en métropole en moyenne, alors qu'il n'a que 35% en outre-mer, si on parle en valeur et qu'on ne parle plus en pourcentage, on se rend compte qu'en termes de valeur, c'est quasiment la même chose pour le distributeur. Et donc, je dirais l'objet du débat, il est plus un débat de principe qu'un débat d'argent, en fait. Au-delà de ça, l'augmentation qu'ils veulent appliquer sur l'outre-mer, c'est-à-dire partir de ce 35 qui est applicable de façon historique dans nos territoires, pour augmenter et arriver sur les taux de métropole, ça n'a pas un impact financier chez eux qui est colossal, puisque dès qu'on a demandé de nous expliquer ce qu'ils veulent générer, on n'a eu aucune réponse et on représente, je sais pas, peut-être 1%, 1,5% du marché de la métropole, quoi, de la France, entre guillemets. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur cette base de calcul ou s'il y a des questions complémentaires ou si les autres membres du CECOL veulent intervenir sur cette question. Mais Alors, pour moi, c'est clair. Et après, s'il y a des questions complémentaires pour les collègues, qui n'hésitent pas avant qu'on enchaîne. Collègue Maillot, et Oui. après collègue Vulté. Merci beaucoup. Nous aussi, j'ai été interpellé bon nombre de fois, moi, sur mon territoire, concernant cette PPL. Cette PPL qui veut réformer, quelqu'un m'arrête si je me trompe, mais qui veut réformer le taux de location qui est actuellement à La Réunion, de 50% qui reste pour les salles et 50% qui va pour ceux qui nous louent les films. Et on voudrait ramener... Pourquoi réformer ? C'est pas le cas hein, aujourd'hui. Hein. Oui. Excusez-moi, je suis désolée, mais quand vous dites réformer, on dirait qu'on voudrait changer. Oui. Aujourd'hui, les salles... Alors, je vais reprendre peut-être... Quand je dis les salles d'outre-mer, c'est toutes les salles à l'exception des salles d'IVTEV. Toutes les salles régies par l'article 74 de la Constitution ont un taux de 35%, sauf les salles de M. Etev, sur lequel il a souhaité qu'on lui applique un taux qui soit plus important. Mais toutes les salles d'outre-mer ont historiquement un taux de 35%. Depuis quelques semaines, les distributeurs veulent que ce taux augmente. Or, ça l'IVTEV, encore une fois. Mais donc, nous, on ne veut pas réformer. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenir ce qui est applicable depuis toujours. Je voulais juste apporter cette petite précision. Alors, ça tombe bien parce qu'on a M. Drotowski qui est là, qui est Oui. l'autre salle du cinéma. Moi, ce que je pose comme question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un effet pervers où ceux qui nous louent les films
disent on va allouer plutôt ailleurs, et quand les films seront un peu démodés, enfin qui auront passé un petit peu le temps, les films vont arriver bien longtemps après à La Réunion, et du coup ça serait très dommageable pour le consommateur, pour les amoureux du cinéma, qui pourraient voir le film arriver 6-7 mois après leur sortie, et qui sera peut-être sur les chaînes de Canal ou je sais quoi d'autre, et du coup on perdrait nettement en fréquentation dans les salles de cinéma. Voilà ce qui m'amène à poser comme question, parce que je peux dire, voilà, nous, si avant on louait à 50%, le taux de location était à 50% et qui descend maintenant à 35%, eh ben on va louer là où le taux de location est plus fort, et le film arriverait quand il sera un peu démodé, si je peux me permettre cette expression, à La Réunion ou dans les Outre-mer, et du coup, le taux de fréquentation pourrait subir des conséquences du taux de location. Alors, je vais vous répondre, c'est très simple. Donc, je suis exploitant de père en fils depuis 1930. Donc, c'est mon grand-père qui, à l'époque, a commencé dans le cinéma. Et depuis cette époque, les taux de location sont toujours été à 35. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? C'est que les distributeurs, on voulait passer en direct. Donc, ça fait à peu près 1 an, et ça ne fait qu'1 an qu'on est passé à 50%. Hein. On a toujours été à 35% jusqu'à présent. Et ben, cette année, au 30 juin, j'ai une perte de 150 000 € sur un complexe et une perte de 500 000 € sur l'autre. Donc, ma question, c'est pourquoi les distributeurs, qui depuis presque 100 ans me donnent les films en même temps que la métropole, tout à coup, parce qu'on plafonnerait au taux qui est en place depuis 100 ans, me donneraient plus les films? C'est ça la vraie question. Parce que justement, ils ont décidé de nous mettre là. Et je vais vous dire honnêtement, de toute façon, à 50%, là, mon compte de moins 150 000, moins 500 000, je vais fermer, c'est sûr. Donc, à la rigueur, je vous dirais, s'ils préfèrent passer les films après, mais ce n'est pas du tout leur intérêt de passer les films après, parce qu'eux-mêmes gagneront moins de recettes de le passer après. Le film marcherait moins bien s'il est déjà sur les plateformes. Donc, de toute façon, moi, c'est ça où mes salles vont fermer. Donc, de toute façon, vaut mieux les avoir en retard, mais garder mes salles. Pour compléter ce que dit Frédéric, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi 35 en fait. C'est-à-dire que pourquoi on a 35. Et c'est là que nous, on peut venir avec tous les arguments du monde et vous les exposer. Mais ce que l'on dit a été, je dirais, validé par l'inspection des finances en 2018. Nous avons un coût de construction spécifiquement sur ce secteur d'activité du cinéma qui est beaucoup plus élevé que sur les autres secteurs d'activité. On ne fait pas du plus 30% sur le coût de construction, on est plus que sur du x2. Donc, derrière, tous les mécanismes, et heureusement que nous les avons, de FEDER, de défiscalisation, ne sont pas suffisants pour compenser ce coût de construction. Sur les coûts d'exploitation, on n'a rien à voir par rapport à ce qui se passe en métropole. On le dit souvent, 10% de notre chiffre d'affaires est dévolu à la sécurité. Quand vous allez en métropole, vous n'avez pas des agents de sécurité que vous voyez partout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce 35%, ce taux de 35%, ce n'est pas juste un avantage acquis qui n'a pas d'intérêt, c'est une nécessité pour le modèle économique de nos salles. L'inspection des finances a fait un rapport en 2018 qui parlait d'un autre sujet, c'était la TSA, taxe spéciale additionnelle. Dans son rapport, il dit, si le taux de location, qui ne faisait même pas l'objet de l'étude, venait à évoluer, cela entraînerait la disparition de nombreux cinémas. Il dit également dans son rapport, le fait de plafonner la taxe qui était concernée ne réglera pas la problématique de faible rentabilité des salles ultramarines. Nous avons un problème systémique sur ces exploitations ultramarines. Donc, ça devient une nécessité. Ce qu'il faut comprendre, c'est du coup pourquoi les distributeurs, effectivement, veulent augmenter ce taux. Notre lecture, c'est qu'il y a un exploitant qui est le concurrent, on va parler très franchement, il y a une situation à La Réunion qui est une situation un peu inédite, c'est qu'il y a 2 exploitants qui sont concurrents, et ce qui est le cas en Outre-mer, mais qui sont concurrents, mais qui se font des procès sur tous les sujets possibles. Et cet exploitant a toujours une position qui est opposée à celle que nous, Secom, avons. Alors que nous sommes concurrents par ailleurs, mais nous avons des positions qui sont identiques sur des sujets qui nous rassemblent. Quand il y a eu cette question de la taxe, il y avait un seul exploitant qui s'opposait à ce qu'on ait une taxe réduite. Quel, opérateur ultramarin dit « Non, moi je veux une taxe à plein tarif ». Cet opérateur le dit. Cet opérateur dit aussi « Moi je ne veux pas payer 35, je veux payer 50 ».
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il le dit et quels sont les arguments que l'on peut entendre qui justifieraient que l'on n'applique pas ce plafonnement légal de 35%. Si on revient donc sur le taux, effectivement, on dit oui, mais c'est 35 versus 47, et je suis d'accord avec vous, monsieur le député, vous avez raison, on pourrait se dire, bah oui, mais donc du coup, il touche 47 en métropole, s'il touche 35, en plus, il a réussi à l'augmenter à La Réunion, il risque de ne plus donner les films. Oui, c'est un risque. C'est un risque que nous, c'est comme, on s'est tous rassemblés et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on plafonne, il y a ce risque. Sauf qu'en fait, de toute façon, nous, on ne tient pas si on augmente le taux de location des films. Donc, à un moment, on préfère prendre ce risque plutôt qu'être sûr que nous allons fermer. Ensuite, il faut se poser la question de vont-ils le faire? Et ça, c'est une deuxième question. Quel est l'intérêt pour un distributeur qui, depuis toujours, applique 35% dans nos territoires, de se dire du jour au lendemain, je ne vais plus le faire? On m'a dit, je n'ai pas le droit de parler d'entente. Je ne considère pas qu'il y a une entente entre les distributeurs. Ce que je dis, en revanche, c'est que de façon fortuite, tous les distributeurs, enfin non, une majorité des distributeurs, et pas les Français, américains, une grande partie des distributeurs américains a décidé au même moment d'augmenter son taux de location et nous a fait pression pour augmenter ce taux de location des films. Pour quelles raisons économiques? On l'a vu, il n'y a pas forcément de raisons économiques. Et donc, du coup, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il perd s'il ne nous le donne pas. En fait, ça n'a aucun sens de ne plus nous les donner. Donc, sauf à se mettre d'accord en se disant on ne donne pas en punition, puisqu'ils ont toujours eu 35% et qu'on voit qu'en termes financiers, c'est quasiment la même chose pour eux. Je vais aussi aller plus loin. Est-ce que ça veut dire que si on est vraiment sur une question d'argent, ça veut dire qu'en Haïti, où le prix moyen, ou dans certains territoires, ou en valeur, ça ne donne pas la répartition qu'ils ont, ils ne vont plus distribuer de films? En Chine, quel est le taux de location des films? On est plutôt aux alentours de 20%, me semble-t-il. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en Chine, ils vont arrêter parce que le marché ne permet pas d'eux? Non. Donc, à un moment, il faut se demander juste, on a un territoire, ça a toujours été 35%, est-ce qu'il y a une nécessité économique? Et j'ai du mal à imaginer que les distributeurs demain reviennent et disent finalement on ne donnera plus. Sauf à s'accorder, et encore une fois, pourquoi? Il y avait une question qui était posée, c'est sinon ils vont donner les films bien après. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier, c'est 50% la première semaine en métropole pour des films de première exclusivité, effectivement, et le taux descend en métropole. Le taux arrive à 35 ou 25% sur des films qui sont bien plus anciens. S'ils arrêtent, enfin, pourquoi ils passeraient du coup à 35? C'est si effectivement le film il est là depuis quelques semaines. Mais quel est l'intérêt pour un distributeur d'aller donner un film à 35% alors que dans nos territoires, il n'y aura pas d'autres personnes qui vont le mettre à 50%? Il n'aura pas, à part être piraté, je veux dire, le distributeur va prendre un risque s'il nous donne un film en 3e semaine. Mais c'est pourtant le seul outil de pression que les distributeurs ont aujourd'hui sur nous. Et cette pression qu'ils mettent sur les exploitants, nous, on a dit non, on ne cède pas parce qu'on sait qu'on va mourir de toute façon. Mais c'est le seul argument aujourd'hui qu'utilise IVTEV et auquel nous, on a du mal, en tout cas, nous, on ne va pas céder à cette pression des distributeurs qui est de dire si vous plafonnez dans la loi ce taux historique, on ne vous donnera plus les films. Nous, on considère qu'on ne va pas céder à cette pression des distributeurs. Monsieur IVTEV estime que c'est un risque. Il a raison, c'est un risque. Mais c'est un risque que nous, CECOM, considère que nous prenons parce que de toute façon, nos salles meurent si ce n'est pas 35%. Merci pour vos réponses. Donc, le collègue Vulté, après il y a le collègue Serva qui a demandé la parole. Bien. Et le collègue Baptiste derrière. Il se trouve que j'ai déposé une proposition de loi un peu similaire à celle qui avait été déposée par Catherine Conconne. Et je reconnais l'excellence du travail de Catherine Conconne, puisque je crois que son texte avait été voté à l'unanimité, et donc il est maintenant sur le bureau de l'Assemblée. Quand ça a été voté à l'unanimité au Sénat, c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça veut dire quand même qu'il y a un travail de conviction qui a été fait. Je reprends la dernière. Enfin, d'une part, il y a une question qui n'avait pas trouvé sa réponse, une précision de M. le Président, mais qui maintenant l'a, c'est est-ce que les salles peuvent survivre une modification du taux? Il vous semblait être assez unanime pour dire que ce n'est pas le cas, et donc l'enjeu est là. Moi, sortant de mon rôle de président de la commission d'enquête sur la vie chère, évidemment, je n'aurais pas commenté les questions d'entente qui n'existent sans doute jamais
au niveau des territoires ultramarins. Ça n'existe pas, ça, on est bien d'accord. Mais ça saurait si ça existait. En revanche, je remarque que il y a eu un débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, mes chers collègues, sur savoir quelle était l'exonération de taxes sur les colis qui pouvaient être envoyés de métropole, de l'Hexagone, vers les territoires. Et donc, on a recherché pour voir s'il y avait ou non un risque de concurrence déloyale, entre autres par rapport aux entreprises qui faisaient de l'e-commerce. Sauf qu'il y a plein d'entreprises de l'e-commerce qui ne sont pas sur ces territoires, parce qu'elles jugent que c'est trop complexe. Je ne sais pas si c'est une raison d'argent qui peut faire que des distributeurs ont décidé de ne pas d'exiger 50% au lieu de 35%. Mais je me demande, mais c'est une question ouverte, si ce n'est pas simplement parce qu'à un moment donné, qui veut tuer son chien avec de rage, ne veut pas simplement partir de ces territoires parce que c'est trop compliqué, parce que quelque part, ça peut être pénible d'être sur les petits territoires. Et derrière, je me demande, qu'est-ce qui justifie en fait que ce soit 50% ici et 35% là-bas? Mais moi, tous les arguments qui ont été exposés par M. Trokowski ou Mme Mélisée sont déjà très pertinents. Mais il y a autre chose, c'est que la promotion des films sur l'Hexagone, sauf erreur de ma part, elle est faite par les distributeurs. Quand on est dans les grandes villes, les colonnes Maurice, les pages de pub, etc., ce n'est pas les salles qui les payent. Alors évidemment, quand on est sur un marché très morcelé, très exigu, où il y a quelques salles par ville, on n'est pas du tout sur la même logique. Et ce que j'ai compris, c'est que, par contre, les distributeurs n'assumaient pas cette partie de la promotion des films et donc du fait d'attirer les clients vers les salles. Et donc, en tant que tel, la différence de taux, elle est aussi justifiée par cela, en dehors de tout ce que vous avez dit par ailleurs, qui me paraît tout à fait justifié. Donc, je pense qu'il faut... à titre personnel, je ne parle pas au nom de la majorité, hein, je n'aurais pas cette outrecuidance. Mais par contre, à titre personnel, je pense qu'il faut laisser ces textes prospérer. On verra bien sous quelle forme, on verra bien sous quelle modalité. En effet, ce n'est pas une réforme au sens strict du terme, parce que, pour reprendre ce que disait le collègue Maillot, on n'est pas sur des formes où il y a des bobines qui vont par avion. Hein. Ils ont 15 bobines, ils doivent les répartir sur les meilleurs des marchés. On est sur des dématérialisés, on peut les mettre dans toutes les salles qu'on veut, et donc c'est plus le sujet. Et donc là, en effet, même s'ils gagnent 3 francs 6 sous sur 3 euros 6 sous sur une salle, n'empêche qu'ils les gagnent. Donc on n'est pas là-dessus. En effet, on a le droit de se demander quelles sont les motivations, et j'imagine que dans la suite des auditions, on pourra le faire. En tout cas, à titre personnel, je suis très favorable à cette mesure. Collègue Serva. Merci. Il n'y a pas le micro, monsieur le député. On vous entend pas. Olivier, ton micro. C'est bon. Bonjour, amis. Bonjour, cher président. Bonjour, collègues. Bonjour aux auditionnés. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon, je crois que parfois, il faut être simple. Alexandra Élysée et ses amis nous ont expliqué que, quel que soit le taux, les distributeurs vont continuer à distribuer leurs films, parce que c'est leur intérêt. Ils ne demandent rien d'autre que de ne pas changer quelque chose qui existe depuis des décennies. Et troisièmement, ils nous disent que si ce taux change, ils mourront. Bon, donc voilà 3 arguments simples qui me poussent à penser que la délégation d'outre-mer, les députés qui aiment et qui s'intéressent aux outre-mer, devraient soutenir la démarche de nos auditionnés de ce jour, tout simplement. D'autant plus que moi, en tant que consommateur de cinéma en Guadeloupe ou ailleurs, en Guadeloupe en l'occurrence, je n'ai pas de difficulté à voir les films qui sortent ou qui sont nouveaux, etc. Donc, moi, je dis... défendons simplement nos entrepreneurs. Il y a des emplois derrière, il y a une activité derrière. Et n'essayons pas de mettre de la nuance là où elle est inutile. Voilà. Merci. Merci Merci, beaucoup. collègue Serva. Collègue Baptiste. Oui, donc c'est une proposition que nous défendons dès le départ. Mais c'est vrai que les 35%, la question a été posée, pourquoi 35%? Donc apparemment, c'est sur la base d'un rapport qui date de 1988, 18 je crois, c'est ça? Le rapport Thiraud. 2018. C'est ça, le rapport 2018. Thiraud. Comment? 2018, oui. Le rapport Thiraud. Je pose une question en fait. Hein. Est-ce qu'on peut douter de l'objectivité de ce rapport, d'une part?
Et d'autre part, ce que je vais dire, c'est que oui, nous sommes dans un contexte, notamment aux Antilles, nous connaissons la problématique de la cherté de la vie. Bon, et moi, je pense qu'on peut inscrire de toutes les façons cette démarche, enfin, les problèmes de surcoût, mais à la base, c'est cette question que je pose, en fait, sur l'objectivité Alors, du je vais vous y répondre sur l'IGF, sur le rapport de l'inspection des finances. Le contexte, c'est que le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, voulait appliquer à l'outre-mer une taxe qui existe en métropole et qu'il considérait aussi vertueuse pour l'outre-mer. Et donc, l'objectif du CNC, c'était, enfin d'ailleurs, c'était même écrit dans la loi, hein, il y avait une progressivité, on devait arriver au taux plein. C'est nous qui avons demandé une étude de l'inspection enfin, on a demandé une étude d'impact pour voir quel était l'impact si on était sur un taux plein. Le CNC a donc missionné l'inspection des finances. Je ne dis pas que leur objectif, c'était qu'on ait un taux plein, mais en tous les cas, c'était eux qui étaient à l'initiative de ce taux plein. Donc, cette étude a été réalisée par l'inspection des finances à la demande du Centre national de la cinématographie. Et c'est dans le cadre de cette étude de l'inspection des finances que l'on sait déjà complètement neutre, puisqu'elle ne dépend pas du CNC. Voilà, et c'est dans le cadre de cette étude qu'a été acté qu'il fallait absolument que nous ayons, il y avait une nécessité qu'on ait un taux réduit sur la TSA, et que dans le cadre des échanges commerciaux sur le taux de location, il était impérieux que ce taux soit plafonné dans le cadre d'un accord interprofessionnel, soit plafonné dans la loi. Je pense qu'on a été au bout de ce qu'on a pu essayer de faire dans le cadre, je dirais, interprofessionnel, et que d'où la nécessité aujourd'hui absolue de passer par la loi. Et plafonné à 35%. Je me permets juste de rajouter que le rapport Thiraud indiquait bien les 35% de plafonnement. Merci, Madame Lézé. Mais, Madame Gallo, ce serait bien que aussi, vous puissiez aussi nous donner votre point de vue et le regard que vous portez sur le sujet. Et puis après, ce serait bien aussi que Monsieur Pastor aussi puisse aussi s'exprimer sur ces sujets-là. Oui, tout à Christelle, fait. c'est peut-être l'occasion de parler d'ailleurs Oui, du sujet oui. qui souvent pollue. Oui, tout à fait. Nous, Caribbean Cinéma, nous sommes en Guadeloupe depuis 2017. Et effectivement, les territoires ultramarins français ont des surcoûts réels. Le rapport Thiraud l'a largement souligné. Et les coûts de construction, Alexandre en a parlé tout à l'heure, les coûts de construction et les coûts de sécurité, enfin les coûts d'opération et de fonctionnement, au niveau de nos exploitations, nous coûtent énormément, et les 35% nous permettent, avec notre business model, de pouvoir assurer une certaine continuité de nos opérations en Guadeloupe. Depuis 2017, Frédéric et Alexandra y sont depuis bien longtemps. Effectivement, c'est un modèle à 35% qui a pu permettre l'existence de salles aujourd'hui. Nous, en arrivant, en nous installant, on s'est vite rendu compte qu'au-delà de 35%, la survie de notre activité allait être bien, bien compliquée. Effectivement, il a été aussi question de la promotion. C'est aussi une nouveauté, puisque dans le modèle Caribbean Cinéma, ailleurs, les distributeurs assurent pleinement la promotion des films qui sont clés. La promotion est clé pour attirer les spectateurs en salle et assurer une certaine fréquentation. Sur le territoire Guadeloupe, ce n'est pas le cas. Et effectivement, on a un modèle de sous-distribution qui assure cette promotion des films. Maintenant, le plafonnement dans la loi est clé pour nous, puisque que ce soit à travers un sous-distributeur ou un distributeur, cela nous permet de maintenir les 35% qui permettent à notre exploitation, puisque moi ici je suis uniquement exploitante, qui permettent à notre exploitation de continuer de fonctionner, de continuer à espérer pouvoir recevoir du public et à embaucher les personnes qu'on a aujourd'hui et à offrir aux spectateurs les sorties comme au national. Ce plafonnement permet d'exister, mais aussi les distributeurs, sachant dès le départ qu'on est à 35%, ils seront obligés, entre guillemets, de nous fournir les films à ce tarif-là,
charge à nous de les maintenir en même temps que la métropole. Voilà. Merci, Madame Gallo. Monsieur Pastor. Serge, je ne sais pas si tu nous entends, mais est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit partage d'expérience de ta situation d'exploitant en Guyane, sachant que Serge fait partie des personnes qui, en Outre-mer, travaillent énormément la diversité culturelle. On en parlait tout à l'heure avec beaucoup de films d'arrêt-essai. Et on se rend compte que voilà, c'est un vrai défi pour lui de réussir à travailler cette diversité de programmation et il reste en difficulté. Ah, Serge a disparu. Justement, le temps qu'il se reconnecte, peut-être répondre à votre troisième question, Monsieur le Président, sur la question de la diversité des films. Quel impact ce 35% sur la diversité des films? Pour nous, ça semble essentiel. C'est-à-dire que si on ne peut plus avoir une exploitation apaisée, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que on ne prendra que les films qui ont, je dirais, un taux, enfin une rentabilité, parce qu'en fait, on n'arrivera plus à s'en sortir. Donc, clairement, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que tout sera recentré sur les énormes blockbusters. Et le fait que ce taux soit plafonné assure, à notre sens, une meilleure diversité de programmation sur l'avenir. Donc, pour nous, les 35% ne protègent que les exploitations et elles assurent je dirais, une diversité de programmation qui sera en péril si demain, en plus, ce taux venait à évoluer. D'accord, merci pour ces précisions. À un moment, les distributeurs disaient « Oui, mais nous, on fera 50% sur les gros films et puis ne vous inquiétez pas, sur les plus petits films, on fera des taux différents. » Ce que l'on a pu constater, c'est que le distributeur, c'est lui qui est dans une position de force. Quand il augmente un taux, il le maintient sur l'ensemble de ses films. Un distributeur qui dit, écoutez, si vous voulez, on fait juste un petit test, on regarde juste, on augmente légèrement sur ce petit film-là, et puis après, on reviendra sur un taux inférieur sur tous les autres films, il ne le fait pas. Quand il passe un cap et qu'il augmente le taux, il l'augmente sur l'ensemble de ses films. Donc, c'est vraiment ça aura un impact sur l'ensemble de la programmation cinématographique et sur la diversité culturelle. Merci pour votre réponse, Madame Élysée. Donc, Monsieur Pastor, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends, oui. Ah, parfait. Donc, vous avez la parole afin de nous exposer aussi votre regard sur le sujet posé et les perspectives que qui peuvent en découler. La parole est à vous. De toute façon, je pense que voilà, tout a été à peu près dit par Madame Élysée ou Madame de la Guadeloupe. Excusez-moi, j'ai un trou là du nom. Le problème, voilà, excuse-moi, parce que jusqu'à présent, j'avais des problèmes de son, c'était très, très assuré. Donc, j'ai entendu très, très peu la discussion. Effectivement, ici en Guyane, on a les mêmes problèmes évoqués jusqu'à présent. L'éloignement, la sécurité, mais aussi la fréquentation, surtout dans mon cinéma, où on est sur de l'art et essai, parce que j'ai été le premier cinéma d'outre-mer à être labellisé, en sachant que ce sont des films qui sont très difficilement porteurs, puisque en dehors des blockbusters, c'est vrai que les cinémas d'art et essai sont assez difficiles. Et donc, pour permettre à notre clientèle de venir de plus en plus, c'est qui est le cas, heureusement, depuis quelques années qu'on travaille là-dessus. Mais c'est vrai qu'en arrivant à capter des taux d'intérêt plus bas au niveau des taux pour les distributeurs, je pense que le cinéma Eldorado aurait peut-être plus de chances de survie, parce qu'actuellement, on parle de survie. Donc voilà. Donc l'Eldorado reste un des plus vieux cinémas d'outre-mer. Depuis 1962, à l'époque, c'était un Gaumont. Après, ça a été au groupe Élysée. Maintenant, c'est chez nous. Mais c'est vrai que ce cinéma, il a besoin de rester dans Cayenne, dans le centre-ville. Et ces pourcentages de 35% nous permettraient d'avoir vraiment une bulle d'air, une bulle d'oxygène supplémentaire pour permettre de rester ouvert et en place, parce qu'on a eu à écrire 2 ou 3 fois au CNC ou alors en disant qu'on avait des difficultés financières. Et c'est vrai que ces 15% de moins seraient très, très intéressants pour nous. Mais je rejoins de toute façon tout le syndicat d'outre-mer, parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'être écouté,
Et c'est vrai que après, les gros distributeurs, les gros majors, ils nous prennent un petit peu en otage sans être méchants. Mais je crois qu'il faut comprendre notre situation financière d'aujourd'hui. Merci, Monsieur Pasteur, pour ces précisions. Donc, en tout cas, moi, pour avoir déjà échangé une première fois avec le syndicat, donc Madame Élisée, qui exposait la situation, qui nous a fait effectivement mettre en place la réunion avec l'AC comme aujourd'hui. Donc, l'autre syndicat, en fait, il y a un autre syndicat qui s'est créé entre-temps, hein, aujourd'hui, en prenant en compte la partie Nouvelle-Calédonie, même si le texte ne s'applique pas pour la Nouvelle-Calédonie. Oui, je vous donne la parole, Madame Élisée. Donc, il faut juste savoir que il y aura d'autres auditions aussi, hein, en dehors de la SECOM, il y a la CNC qui sera auditionnée. On va viser aussi les bons distributeurs à auditionner par rapport à nos territoires. Donc, le travail en ce qui nous concerne ne fait que commencer, mais d'ores et déjà, il y a des députés qui sont déjà prononcés sur le fait qu'ils souscrivent à ce texte de loi et donc ils soutiennent la démarche qui a été initiée par le Sénat. Donc, il y a Madame Élisée, oui, qui voulait prendre la parole. Oui, je voulais juste prendre la parole parce que je vois que vous êtes bien informés. Nous avons appris hier qu'il y a un nouveau syndicat qui avait été formé. Alors, se posait la question d'ailleurs de la représentativité du SECOM. Je voulais juste préciser qu'il y a un syndicat qui est adhérent de la Fédération nationale des cinémas français, c'est le SECOM. On représente 80% des entrées de l'outre-mer. Il n'y a qu'un seul exploitant, et alors de l'outre-mer, des DROM, qui sont concernés, puisque fiscalement, les seules personnes qui sont concernées sont ceux qui, je dirais, enfin, les départements qui relèvent de l'article 74. Donc, ça ne concerne pas, malheureusement, la Nouvelle-Calédonie. Alors après, on pourrait considérer qu'il y a, généralement, il y a une espèce d'application de principe, c'est-à-dire que quand on applique sur un territoire, on l'applique sur les autres. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un seul syndicat, enfin, tous les syndicats de France, si vous voulez, sont adhérents de la fédération. Pour l'être, il faut avoir une certaine représentativité. Cette représentativité, elle s'obtient lorsqu'on a 50 écrans, ce qui est le cas de notre syndicat. Le syndicat qui vient d'être monté, cette association qui vient d'être montée, elle est faite avec deux opérateurs qui ne totalisent pas ces 50 écrans. Après, moi, je trouve ça très bien qu'ils soient auditionnés. J'ai aucun souci à ce qu'ils soient auditionnés. Au contraire, il faut justement que chacun puisse confronter ses idées. Moi, je vous l'ai dit, nous, on sait que leur argument, c'est l'argument de la crainte que les distributeurs ne donnent plus de films, ce qu'il faut entendre. En revanche, ce que je me permets de dire, c'est qu'il faut faire attention, c'est que ces 35% protègent les salles. Et pour nous, il faut qu'il y ait, tout le monde devrait être uni autour de cet accès à la culture et de cette protection des salles. Et faire attention à quel est le véritable intérêt de chacun sur cette PPL. Le sujet cinématographique est assez technique. On n'est pas rentré dans le cadre de cette audition sur l'ensemble des arguments des uns et des autres, parce que ça aurait peut-être fait un peu long et un peu compliqué pour tous. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Ce qui me semble important, c'est qu'à un moment, s'il y a des sujets qui sont soulevés, qu'on puisse tous les aborder. Ça a pris énormément de temps avant que ce texte soit voté à l'unanimité au Sénat, et il a justement fallu déconstruire certaines idées préconçues, certains discours qui étaient construits en face et dont les objectifs étaient plus concurrentiels que le véritable objectif de protection des salles. Donc voilà, je voulais juste dire ça, c'est le SECOM que nous représentons et le seul syndicat d'outre-mer adhérent de la FNCF, dans lequel il y a tous les syndicats de France et de Navarre. Aucun sujet pour que tout le monde soit auditionné, et nous, on trouve ça très bien que tout le monde puisse savoir, apporter son éclairage. Mais voilà, recentrons bien sur quel est l'objectif, à qui profite, entre guillemets, ces 35%. On est juste là pour maintenir une situation qui protège les salles d'outre-mer, et voilà. Merci Madame Élisée. Donc, juste pour rebondir par rapport à vos derniers propos, j'ai envie presque de vous dire, sachez que les parlementaires, en tout cas de l'Assemblée, la délégation, sont extrêmement soucieux de l'avenir des salles au niveau de nos territoires. Aussi, ce que nos ressortissants aussi puissent effectivement bénéficier des meilleures situations, des meilleurs films et autres comme ailleurs dans le monde. Donc, j'ai bien entendu aussi la parole de Monsieur Pasteur en tant que cinéma labellisé RSC qui explique aussi sa situation. C'est pour ça, à force, en auditionnant tout le monde, on a un maximum d'éléments qui nous est remonté afin qu'on ait une vue d'ensemble selon les regards qui sont portés, selon les situations qui sont celles des uns et des autres.
in fine, de toute façon, les auditions qui seront aussi importantes sont celles avec les distributeurs que nous estimerons idoines pour venir répondre aux questions des parlementaires que nous sommes. Et derrière, les décisions afférentes à ce sujet-là seront prises en bonne et due forme. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, on a bien entendu les alertes et l'argumentation mise en exergue aujourd'hui et même avant aussi au travers des discussions. Il y a des éléments tangibles et concrets sur lesquels nous appuierons pour mener les auditions futures. Et après, très rapidement, la délégation prendra une décision. Alors, le collègue Maillot voudrait s'exprimer. Oui, j'ai laissé l'ensemble de mes collègues s'exprimer. Pour revenir, vous avez parlé de vue d'ensemble, Monsieur le Président. C'était tout le but de ma question, d'avoir une vue d'ensemble, parce que chez nous, il y a un duopole. Donc, je voulais avoir aussi la version, enfin, la vision de M. Drogowski, en sachant que j'avais déjà un peu la vision de M. Etev, et je me fais porte-parole ni de l'un ni de l'autre. C'est bel et bien une question pour avoir une vue d'ensemble, pour pouvoir défendre mieux l'intérêt des cinéphiles qui viennent dans les salles des deux exploitants à La Réunion. Très bien. C'est sûr que vous avez des difficultés, enfin, c'est compliqué la situation réunionnaise. Si je peux me permettre juste de rajouter une chose. Il y a plein de petits sujets, vous l'avez dit, monsieur le député, il y a plein de petits sujets dans cette question du 35%. Et souvent, le débat peut être déplacé. Oui, mais il y a des situations de sous-distribution. Qu'est-ce que ça implique? Oui, mais 35%, si c'est divisé avec le distributeur, qu'est-ce que ça implique? En fait, il y a plein de petits sous-sujets qu'on n'a pas abordés aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que ne pas hésiter à un moment à nous solliciter si vous avez des questions pour qu'on puisse rentrer vraiment dans le détail. Encore une fois, comme le disait le député Vultet, pour obtenir l'unanimité au Sénat, il a fallu passer par toutes ces étapes. On n'a pas pu les aborder aujourd'hui parce que ça fait un peu long, sauf si vous voulez qu'on les aborde, moi je suis à votre disposition. Voilà, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on hésite à rentrer dans le détail de chacun de ces sujets parce que face aux distributeurs, toutes ces questions vont être abordées. Ils peuvent dire, il y a plein de choses qu'ils peuvent dire. Ils peuvent dire, écoutez, ce ne sera pas rentable parce que l'outre-mer nous coûte trop cher, notamment parce qu'il faut prendre des frais d'avocat. On a des réponses à toutes les questions qui sont faites. On a même fait une petite foire aux questions qu'on peut vous envoyer si vous voulez avec voilà, tous les différents points qui sont parfois amenés dans les conversations et les échanges pour que vous ayez tous les éléments, je dirais, factuels pour y répondre. Justement, Madame Élisée, étant donné que vous avez l'expertise sur le sujet, sachant que la PPL a déjà été votée au Sénat, donc il y a les éléments de langage qui sont déjà rodés, vous avez les réponses à cela. N'hésitez pas à nous les faire parvenir afin que nous aussi, nous soyons au même niveau d'information, d'explication et de compréhension sur le sujet, afin que nous posions effectivement les bonnes questions aux distributeurs pour avoir les réponses escomptées en tout cas ce qui nous concerne. Donc, n'ayez crainte, le sujet est bien identifié, bien pris au niveau de l'Assemblée et donc les travaux continuent dessus, je vous le garantis. Merci en tout cas Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas au SECOM de sa présence aujourd'hui. Au besoin, nous reviendrons vers vous au travers de la représentante Madame Élisée. Et in fine, des travaux, la délégation prendra une position claire sur le sujet. Donc voilà. Merci à vous encore et puis bonne continuation. Merci à tous pour l'écoute. Okay. Et à votre disposition, bien entendu. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Donc, comme il était dit, chers collègues, il y aura des auditions futures aussi avec les autres concernés. Donc, il y a le CNC, il y a les distributeurs. On est en train d'identifier les bons distributeurs pour mener à bien ces auditions. Mais bon, moi je partage déjà ce qu'a dit le collègue Vultet sur le sujet. Hein, après avoir explication, donc nous j'ai une longue séance de travail avec Madame Élisée sur le vraiment technique. Et la raison, quand on rentre dans le technique, on voit que ça prend du temps, mais surtout qu'on comprend mieux ce qui est en train de se passer aujourd'hui par rapport à ce sujet-là. Il ne faut pas le prendre à la légère, c'est une importance. Plus. Il ne faut pas se méprendre. Et donc, c'est bien pour ça que l'encadrement, effectivement, le plafonnement qui résulte de ce fameux rapport-là, le fait d'y aller dessus va contraindre effectivement les distributeurs, mais eux, leur but, effectivement, c'est toujours de gagner plus. Ce n'est pas tellement de voir quelle serait la meilleure solution pour nos territoires. Dans tous les cas de figure, l'exploitant de La Réunion qui a expliqué que depuis qu'il est passé à 50%, il perd de l'argent et qu'il va fermer. Je pense que là aussi, on doit entendre les réalités des uns et des autres sur les différents territoires. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela ?
La parole circule, chers collègues. C'est bon, ça c'est clair pour tout le monde? Ok. Donc sur ce point-là aussi, on a fini le sujet. Alors, je vous remercie là-dessus. Comme annoncé lors de notre dernière réunion, la délégation aux Outre-mer a décidé de la mise en place d'une mission flash sur le coefficient géographique et d'une mission d'information sur l'avenir institutionnel des Outre-mer. Un appel à candidature avait été lancé. Concernant la mission flash, ont été retenus par ordre alphabétique les candidatures de Mme Nathalie Bassir, M. Elie Kalifer, M. Johnny Ajar, Mme Emeline Kerbidi et M. Jean-Philippe Nilor. Y a-t-il des questions, des remarques par rapport à ça? Non, on continue. Alors, je rappelle que les collègues ont fait acte de candidature pour les missions et la plupart ont une réponse favorable. Il n'y a pas eu de choses particulières à retenir. Ensuite, pour la mission d'information, ont été retenus pour les candidatures de M. Gosselin Philippe, Thémataï Le Gaïc, Guillaume Vulté et moi-même pour la partie évolution institutionnelle. Alors, il y a eu aussi j'aimerais juste rappeler que les collègues qui souhaitent participer aux travaux qui seront menés, surtout lors des auditions ici et autres, ils pourront se rapprocher de la délégation, ils pourront faire partie intégrante de ces travaux-là. Ce n'est pas un problème, même s'ils ne sont pas en tant que co-rapporteurs. Mais durant les travaux, les collègues qui souhaitent y participer, il n'y a aucun souci, je tiens à le rappeler. D'accord? C'est ouvert à tout le monde sur ce volet-là. Y a-t-il des questions aussi à ce niveau-là? Vous avez bien remarqué qu'on essaie d'être assez équilibré, que les choses soient plus ou moins ouvertes pour tous les collègues. C'est pour ça qu'on joue la carte de la transparence. On demande aux uns aux autres de faire acte de candidature. Et ensuite, après, nous y répondons au mieux. Sachant que vous le savez très bien, on a une première réunion avec le directeur de cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale concernant les moyens alloués à la délégation. Celui-ci nous a renvoyé pour faire un point avec la questure. Donc, il va falloir qu'on ait des discussions avec la questure parce que c'est eux qui tiennent la bourse de l'Assemblée nationale. Je tiens à rappeler que pour ces différentes missions, il y a déjà 3 ou 4 missions qui sont identifiées pour début d'année prochaine. Donc, ça veut dire que la délégation travaille, il y aura besoin de moyens. Et même pour cette fin d'année-là, je pense que si les déplacements qui sont prévus se font, il va falloir une rallonge pour boucler l'année en matière financière pour les travaux de la délégation. À ce niveau-là, y a-t-il des questions, chers collègues? Non, c'est bon. Oui, alors, collègue Kalifer. Oui, juste, est-ce qu'on a déjà mis tout ça dans une dynamique calendaire, ces missions-là? Alors, ce qui est prévu, il y a la mission flash. Pour le coefficient graphique, ça, pour nous, c'est déjà lancé. Ensuite, pour début d'année prochaine, il y a la mission flash sur les colis postaux qui est identifiée. Il y a aussi, de mémoire, René, il y a la mission flash aussi qu'a demandé le collègue Metzdorf sur le RSMA au niveau de nos territoires d'outre-mer. Et puis, il y avait en discussion par rapport à la mission qui avait été validée déjà par mon prédécesseur, Moutaï Brotherson, concernant de faire une mission d'enquête sur les prix des billets d'avion qu'avait rappelé le collègue Baptiste. Donc là, on va devoir discuter, savoir comment, si après discussion, on voyait bien que il y a eu la commission de la vie chère qui vient de se terminer, il y a eu une première audition des compagnies aériennes. On essaie de voir si on doit faire une mission sur ce sujet-là, comment la rendre vraiment, on va dire, efficiente, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les réponses escomptées par rapport aux demandes faites. On voit que les compagnies aériennes ne jouent pas forcément le jeu et ça pose un problème majeur. C'est bien pour ça. Je pense qu'on doit avoir une discussion avec les ministres au niveau du gouvernement pour savoir exactement comment régler le problème. Juste pour donner un point d'ordre, un exemple, aujourd'hui, si on doit relier les Antilles et la Guyane, je rappelle que Martinique-Guyane, c'est 2 heures d'avion. On est à plus de 1 000 € le billet d'avion. C'est insupportable. C'est insupportable. Et des fois, lorsque Guadeloupe, Martinique, en avion aussi, on est à plus de 300, 400 € le billet d'avion pour 45 minutes de vol. Donc il y a un monopole qui est établi par Air France sur la partie Antilles-Guyane.
il va falloir qu'on trouve les voies et moyens que les prix baissent drastiquement et durablement pour nos territoires. On a parlé ce matin avec le ministre de la continuité territoriale, il ne pourrait pas s'arrêter juste à niveau de la DOM, comme l'expliquait le collègue Baptiste. Donc il y a un vrai travail sur la continuité territoriale à mener pour que, in fine, les prix baissent et soient à la portée de nos portefeuilles de nos concitoyens, sachant que nos territoires sont les territoires en matière économique les plus pauvres de la France et pour ne pas dire plus que cela. D'autres remarques par rapport à ça? Oui, collègue. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. J'en profite pour évoquer avec vous la perspective d'une autre mission flash qui serait dédiée à la situation de l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, parce qu'elle est en très mauvaise santé. Qu'il y a un rapport de l'EGF qui l'a objectivé, des réunions qui se sont tenues il y a un mois à peu près en septembre, notamment à Bercy, pour essayer de dégager les voies et moyens susceptibles de permettre à ces usines de retrouver de la rentabilité. Mais depuis, les nouvelles se succèdent et elles sont mauvaises, avec des actionnaires essentiels, notamment celui de l'usine du Nord, Glencore, qui annonce arrêter le financement en février 2024. Eramet, actionnaire principal de la SLN, qui annonce ne plus vouloir financer non plus. Et la troisième usine n'a pas d'actionnaire majoritaire, qui est les épaules non plus. Donc enfin, on a une vraie préoccupation. Ça représente 20 à 25% de notre marché de l'emploi. Et la réalité, malheureusement, enfin, de la perspective de fermeture d'une usine, si ce n'est pire, est à nos portes. Donc j'en ai bien sûr parlé avec quelques ministres concernés, notamment le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ou le ministre des Outre-mer et le ministre de l'Industrie. Mais je pense qu'une mission flash, peut-être, permettrait d'abord d'en savoir plus, et puis peut-être d'ouvrir ou de déboucler certaines pistes de solutions qui aujourd'hui ne se dégagent pas. Voilà. Merci collègue Dunoyer. Donc je peux te dire que nous sommes sensibles à ce que tu viens de dire, puisque on voit que on a eu les échos aussi, on a regardé un peu les informations, on voit que c'est un problème assez important aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Alors la question est, sous quelle temporalité tu vois cette mission flash là? Alors, c'est une question difficile, parce qu'il y a à la fois une urgence qui semble avérée pour le début de l'année prochaine, et un sujet qui s'est invité dans les discussions sur l'avenir institutionnel, alors en périphérie, mais enfin directement quand même en périphérie de ces discussions. Comme ces discussions ont lieu et qu'elles concentrent l'essentiel des efforts, l'objectif est, et puis j'en fais partie aussi accessoirement, l'objectif c'est peut-être de faire un point 2023 sur l'évolution de la situation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de l'engager début 2024. Comme c'est une mission flash, comme son nom l'indique, de toute façon on aura relativement peu de temps pour la mener, mais c'est très bien, et ça permettra en début d'année 2024, si la délégation est d'accord, si vous en êtes d'accord, d'avoir déjà derrière nous ce qui aura pu être fait sur l'avenir institutionnel et de s'engager définitivement ou peut-être résolument sur ce sujet-là qui est au moins aussi important que le sujet institutionnel. Alors, avant de répondre, chers collègues, je fais un point grené. Collègue Dunoyer, alors sur le principe, oui, en ce qui me concerne, moi là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, on verra avec, au niveau de la délégation, comment bien goupiller avec, parce qu'il y a déjà une mission flash qui est lancée sur le coefficient géographique au niveau, pour nos hôpitaux, et la mission d'information qui est lancée aussi sur l'évolution institutionnelle. Donc, on verra avec les collègues là, comment on va mieux goupiller ça. Mais sur le principe, en tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des collègues ici présents voient une difficulté à mettre en place cette mission flash pour les camarades de la Nouvelle-Calédonie? Bon, il y a un accord unanime sur le sujet. Non, pas de souci. On regarde ça. Si tu veux, si tu permets,
C'est Oui, qu'on ait collègue les Khalifa. moyens et que nos missions puissent emmener véritablement plus. C'est-à-dire qu'on ait le temps et les moyens techniques de toucher véritablement à la chose. Et je crois qu'il ne faut pas trop tarder parce que le nickel, quand même, d'après ce que je sais, quand même, occupe une place importante dans le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est une mission flash, mais il faut qu'on aille peut-être véritablement sur le fond de cette affaire-là et amener des pistes de solutions. L'idée, c'est que nos missions puissent emmener de la nourriture pour le gouvernement. Oui, collègue Vulté. D'autant qu'on est quand même sur un minerai dont l'importance stratégique dans les décennies qui viennent, quand même tout indique qu'il est considérable. Et la facette d'importance est considérable. Donc il y a sans doute une analyse à faire sur les marchés, sur le fonctionnement, etc. Mais il y a derrière même l'intérêt national qui est en jeu au travers de la maîtrise de 40%, c'est ça, de la production mondiale, des réserves mondiales. Donc oui, ça me paraît totalement opportun. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on dit effectivement c'est d'une importance plus au travail des provocantiens. Donc ça veut dire que des missions qui sont plus ou moins lancées, on les décale dans le temps. Ou soit on voit peut-être comment joindre l'utile à l'agréable, sachant que pour la partie institutionnelle, il y a peut-être un déplacement qui est prévu pour la fin de l'année sur l'hémisphère sud. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion aussi de profiter et d'aborder ce sujet-là aussi en se déplaçant et en prenant 2-3 jours de plus et en essayant d'apporter des éléments dans le fond par rapport au problème du nickel. Je réfléchis tout en même temps. Quoi qu'il en soit, on essaiera de trouver la meilleure solution pour répondre à ça assez rapidement. Voilà, merci Monsieur le Président. Je pense que moi-même, j'ai aussi besoin d'y voir plus clair, peut-être de recueillir un certain nombre d'informations qui me manquent aujourd'hui, afin que le calendrier soit tenable par rapport à la charge, bien sûr, qui est déjà engagée. Et loin de moi l'idée d'avoir un effet de décalage sur les missions, qu'elles soient flash ou non, déjà engagées. Mais je vais poursuivre les échanges, peut-être savoir mieux définir dans quel périmètre également cette mission pourrait et je reviendrai vers vous au sein du bureau pour vous donner un peu plus d'informations. Et merci déjà d'avoir entendu. Pas de souci, collègue Baptiste, prends la parole. Juste pour informer les collègues à la délégation que j'ai commencé des travaux pour une PPL sur les frais bancaires, donc avec des auditions, et le moment venu, bien évidemment, pour pouvoir associer l'ensemble de ses collègues par rapport à cette problématique des frais bancaires en Outre-mer. Voilà. Ok, cher collègue Baptiste. Toujours dans la perspective des informations, nous sommes en train de finaliser, en tout cas à mon niveau, une PPL constitutionnelle que je vais vous faire passer. Cette PPL constitutionnelle, ça a pour principe, pour but, de proposer à ce que les délégations outre-mer à l'Assemblée nationale et au Sénat puissent faire évoluer et passer en commission permanente au sein de nos assemblées, dans la mesure où le président de la République a annoncé qu'il reconnaît que nos territoires ne sont pas assez reconnus dans la Constitution et que deuxièmement, on va vers une évolution, une modification constitutionnelle pour 2025, puisque c'est ce qu'il a annoncé. Donc je pense que c'est l'occasion de voir si entre nous, au niveau de la délégation, il y a un consensus fort sur le sujet, savoir si effectivement il est opportun, avec les explications que je donnerai, de faire évoluer nos délégations pour devenir des commissions permanentes au sein de l'Assemblée nationale à minima. Et les échanges, je l'espère, seront fructueux et nourris pour arriver à un consensus final. Donc voilà, y a-t-il d'autres collègues qui se font passer des informations auprès de la délégation, ou c'est bon pour tout le monde ? Non, parfait. Mais écoutez, chers collègues, je vous remercie. Donc, la réunion de la délégation prend fin à ce moment-là. Et on vous dit à très rapidement pour les autres auditions et les autres dossiers à travailler. Portez-vous bien d'ici là. Merci bien.